Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le monde de la publicité vous a appris à résumer votre pensée en quelques secondes, voire en une phrase. Exceptionnellement, vous allez disposer d'une heure pour évoquer votre parcours que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Jean-Marie Dru. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes un publicitaire, vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer, que vous racontez dans ce livre Les Canards majuscules aux éditions Télémac, qui va être le fil conducteur des clés d'une vie. À partir de dates clés, vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Alors, j'ai trouvé d'abord une date qui n'a pas de rapport avec vous, mais qui est importante dans votre vie. C'est le 1er janvier 1958, la date de début de diffusion à la télévision de cette émission. Les 5 dernières minutes, Oui. qui était au départ un jeu où on devait trouver une énigme et qui est devenu une dramatique, Oui. avec Raymond Souplex. Oui. Et qui a permis... Qui finissait toujours par mais bon sang, mais c'est bien sûr. Exactement. Voilà. Et ce qu'on a oublié, c'est que des grandes stars comme Serge Gainsbourg, comme Françoise Fabian et même Pierre Brasseur, il y a eu son dernier rôle, ont été dans les 5 dernières minutes. Ah bon? Et c'est vrai que ça vous a marqué. Oui, enfin, en 58, je n'avais que 10 ans. Oui, oui, mais Non, en mais même c'est temps, vrai que l'émission a duré, je sais pas, 10 ou 20 ans. jusqu'en 71. Oui. Ouais. Et donc, et cette émission, en fait, c'est un symbole pour vous de la télévision de votre enfance, Jean-Marie Dru. Ah oui, j'en parle un petit peu dans mon livre. C'est vrai que c'était l'époque où il y avait une seule chaîne, Oui. en noir et blanc. Et il y avait 700 000 postes en France. Voilà, et donc on avait la chance dans ma famille d'avoir une télévision, et donc c'était l'époque aussi des speakerines, vous vous souvenez, qui annonçaient les programmes. Catherine Langeais, qui était notre tante à tous, si je puis dire. Jacqueline Huette, qui était très jolie et qui devait faire monter les taux d'écoute des télévisions à ce moment-là. Et puis il y avait toutes ces émissions-là. Vous voulez que je vous en parle un peu? Non, mais... Celle qu'on regardait la plus, c'était en particulier la grande émission de Pierre Bellemare qui s'appelait La tête et les jambes. Complètement. Il y avait un intellectuel auquel on posait des questions, et puis s'il n'arrivait pas à répondre à ces questions, il était rattrapé par un sportif. Et de semaine en semaine, les épreuves étaient de plus en plus difficiles. Mais il y avait quoi d'autre? Et puis il y avait Interville déjà. Oui, Ouais. mais La tête et les jambes, c'est assez spécial. En fait, c'est André Gillois, un résistant de la France libre, qui avait commencé l'émission. Oui. Il avait bâti un jeu de loi. Ça n'a pas marché du tout la première soirée. Ça a duré 3h30. Il n'y avait même pas la moitié du jeu. Et on a demandé à Bellemare de sauver le truc. Et c'est comme ça qu'est née La tête et les jambes. Et c'est comme ça que Pierre Bellemare est devenu un homme extrêmement célèbre en France à cette époque-là. Il y avait aussi la grand-messe du 20h avec Georges Decaune. Oui. Oui, il y avait la grande messe. Oui, c'était un homme que j'aimais beaucoup. Moi, j'étais très jeune à l'époque, mais il me séduisait parce qu'il avait cette espèce d'humour permanent, toujours un sourire au coin des lèvres. Et son fils a hérité de cet humour un peu facétieux, dirons-nous. Antoine Decaune, voilà. fils de Georges Decaune et de Jacqueline Joubert. Joubert, voilà. Alors, il se trouve que dans ce livre, dans les premières pages, vous évoquez ce temps que les beaucoup plus de 20 ans ne connaissent pas forcément, en évoquant ces 30 glorieuses d'après-guerre, où on allait à l'école en toute sécurité. Votre mère vous faisait un signe par la fenêtre, et ça se passait bien. Oui, absolument. C'est drôle que vous me disiez ça, parce que j'aime beaucoup le tennis. Et j'ai recherché l'autre jour un match, enfin des informations sur un match qui avait lieu où il y a eu un score invraisemblable. C'était des professionnels. Roland Garros, c'était un premier set qui était 24-22. Oui. Et donc j'ai retrouvé, et ce match a eu lieu en 1958 ou 59. J'avais été le voir en nocturne, en prenant le métro. J'avais des parents pourtant très stricts. À 11 ou 12 ans, à cette époque-là, on pouvait prendre le métro à 11h du soir en toute sécurité. Exactement. Et Roland Garros, à cette époque-là, il n'y avait pas de stars, c'était juste des passionnés de tennis. Oui, quand on allait à Roland Garros à l'époque, c'est invraisemblable aujourd'hui de penser ça. Quand vous arrivez le jour de la finale, il n'y avait pas, comment dirais-je, vous pouviez descendre sur la tribune D, si vous arriviez dans les premiers, vous étiez tout en bas. Bon. Et en plus, comme je le raconte dans mon livre, j'avais 11-12 ans là encore, quand j'allais à Roland Garros pour la première fois, il y avait un trou dans le grillage du boulevard d'Auteuil, donc on pouvait rentrer gratuitement, descendre dans la tribune et assister à la finale, et le stade n'était pas plein. Voilà. Alors, dans ce livre, Les Canards majuscules, Jean-Marie Dru, vous racontez aussi que ce tennis a marqué votre vie par passion. Mais il faut savoir que les stars sont arrivées grâce à Juliette Mills, une comédienne qui vivait à l'époque avec Jean-Paul Lotte, responsable. Ah ouais, oui, et c'est elle qui a amené les premières stars et qui a fait ce que les people sont ensuite venus à Roland Garros. Ça, je ne le savais pas, mais de toute façon, il y a eu d'autres raisons qui ont fait que Roland Garros est devenu ce qu'il est devenu. En particulier, c'est un peu long à expliquer, mais à l'époque, le tennis était coupé en deux. Il y avait d'un côté les amateurs qui, soi-disant, ne gagnaient pas d'argent, et de l'autre côté, les professionnels. Et les deux ont fusionné en 68, en mai 68. Bon, et à partir de ce moment-là, il y a eu une
un public immense, systématique. Maintenant, il y a des listes d'attente invraisemblables pour avoir des places à Roland-Garros. Exactement. Alors, Jean-Marie Dru, vous évoquez aussi l'école avec les plumes. Il y avait aussi le choix entre les plumes sergent-major et les plumes Schaeffer. Oui, j'hésitais, je me souviens. Je crois que j'utilisais plus les sergents-majors, pour être honnête. Mais c'est à l'époque, on avait encore des plumiers. Vous savez, c'est une espèce de boîte en bois dans laquelle on mettait son porte-plume, sa gomme et ses crayons, et dans des vieux bureaux avec des abattants qu'on levait et qui étaient, sur lesquels il y avait des traces des élèves précédents qui avaient creusé dans leur nom sur le bois de ces bureaux. Mais enfin, oui, c'est une autre époque. C'est l'époque des tableaux noirs avec des craies qui nous faisaient frémir parce que les professeurs s'en servaient mal, les faisaient crisser. Donc voilà, mais oui, c'est une autre époque. Oui, et c'est aussi celle où le stylo à billes a été autorisé, ce qui n'était pas le cas avant, on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Oui. En 60-61, on a autorisé les élèves à avoir un stylo à billes. Oui, mais j'étais déjà en 4e ou en 3e, donc j'ai passé des années avec un porte-plume. Et puis, il y avait aussi les échanges avec les biscottes de berre et le cirage kiwi. Qu'est-ce que c'était, ça ? Ah non, moi j'en parle dans mon livre parce que j'avais une collection de buvards. On avait des buvards à l'époque pour sécher, ce qui avait été écrit avec le porte-plume. Et donc, tous les enfants faisaient des collections de buvards. Et je crois que j'en avais plusieurs centaines. Et certains étaient très beaux. Ils avaient même un ricto glacé. Et les collections les plus connues étaient justement ce dont on venait de parler, les collections Kiwi et Eudebert. Voilà. Et il y a eu après les drapeaux de l'Europe de l'Alsacienne qui ont marqué une génération. C'était qu'à la naissance de l'Europe, on collectionnait les drapeaux sur un grand tableau. Absolument. Alors vous parliez du métro justement, et il y a une chanson qui évoque le métro que vous preniez. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Alors aujourd'hui, on passe avec des guichets automatiques, mais à l'époque, il fallait attendre le poinçonneur et il y avait une foule. Parfois, oui, il y avait un guichet avec un poinçonneur. Il poinçonnait avec son poinçon les billets, des petits confettis blancs. Donc autour de lui, il y avait à peu près 20 ou 30 mètres carrés de petits confettis blancs en fin de journée. Et il fallait faire la queue. Et parfois, on faisait la queue 10 minutes, un quart d'heure avant de pouvoir rentrer sur le quai. Et vous rentriez chez vous. Vous aviez comme voisin un écrivain célèbre, Pierre Véry. Oui, qui a fait deux livres très connus. Un qui s'appelle Goupil Main Rouge. Et l'autre... Les disparus de Saint-Agile. Et il y a un film qui a été tourné par Christian Jacques. Oui. Et dans ce film, il y a un figurant qui a 12 ans au réfectoire. C'est Charles Aznavour. Ah bon ? Il n'est même pas au générique, il apparaît dans le film quelques secondes. Je savais pas. Alors, il se trouve aussi que vous viviez dans ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle d'or, les Champs-Élysées. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir, Jean-Marie Dru, avec ce que c'est aujourd'hui. C'est drôle de vous poser cette question parce qu'à chaque fois que j'en parle à ma femme et qu'on passe à cette rue, elle n'arrive pas à me croire que je lui explique que c'était un quartier comme un autre. C'est vrai qu'il y avait 2 couturiers. Il y avait Givenchy en bas de l'avenue Georges V et Christian Dior avenue Montaigne. Mais à part ça, toutes les autres boutiques n'étaient pas des boutiques de luxe ou de mode comme aujourd'hui. C'était des marchands de couleurs, des charcutiers, des boulangers. Et donc ce quartier, le fameux Triangle d'Or, était un quartier comme un autre, je sais pas, comme Auteuil ou les Batignolles ou Montparnasse. Voilà. Et on circulait parfaitement en voiture, même parfois en grillant les feux rouges sans problème. Oui, sans problème, parce qu'il était... À l'époque, on avait le droit de tourner à droite à un feu rouge s'il n'y avait pas de piétons qui passaient sur le passage clouté. Donc tout le monde tournait à droite. Oui, c'était une époque où il y avait très peu de sens unique. Par exemple, le boulevard Saint-Germain ou la rue de Rivoli ou les grands boulevards étaient à double sens. Et vous faisiez de la patinette même sans problème. Oui, je faisais surtout du patin à roulettes. Je descendais l'avenue Georges V à 100 à l'heure et je faisais des grandes pirouettes devant le restaurant Marius et Jeannette, qui existait déjà. Et quand on pense dans les années 60, Johnny Hallyday et Franck Alamou avec leur Triomphe faisaient des courses de voitures à 300 à l'heure la nuit sur les Champs-Élysées. Ah bon ? C'était assez. Personne ne leur disait rien à l'époque. Non, mais c'est vrai qu'on pouvait rouler. Il n'y avait pas de limitation de vitesse à part 60 km/h dans les villes, donc on pouvait rouler à 120 ou à 140 km/h sur les routes de campagne. Et vous avez connu, Jean-Marie Dru, le premier self-service. Oui, il était au coin de la rue du Bocador et la rue Marbeuf. C'était extraordinaire Je me souviens, j'étais enfant et j'ai trouvé ça formidable de pouvoir choisir des plats avec ce plateau qui se promenait sur les trains, de la grande train. C'était tout à fait extraordinaire. Mais il y avait... On revient vraiment aux années 50 et il y a très longtemps, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Par exemple, les chips n'existaient pas. Moi, j'ai découvert les chips. On connaissait les frites, mais les chips n'existaient pas, par exemple. En fait, elles viennent des États-Unis et c'est un certain George Crumb, un chef cuisinier américain au 19e siècle. Les frites n'étaient pas assez cuites, donc il s'est énervé avec le client. Il a coupé les frites de façon à ce qu'elles deviennent des chips et c'est comme ça que c'est né.
Eh bien voilà, merci de m'en informer. Et puis il y avait les grands magasins, ça aussi, vous le racontez dans votre livre. On n'imagine pas les grands magasins de l'époque, Jean-Marie Dru. Il y avait un liftier pour l'ascenseur. Oui, il y avait un liftier qui, qui annonçait étage après étage ce qu'on allait trouver. Donc je me souviens par exemple qu'il disait 4e étage, habillement garçonnet et fillette, par exemple. Je suivais ma mère dans le Galerie Lafayette au printemps, et c'était toujours une expérience difficile parce qu'elle se faufilait très vite. C'est comme il y avait beaucoup de gens, je perdais le fil, si je puis dire, donc j'étais obligé de courir derrière elle. C'est un très mauvais souvenir en fait. Mais en tout cas, ces souvenirs de cette époque, vous le racontez dans votre livre parce qu'ils vous ont marqué à vie. Bah, vous aussi, je Oui. pense qu'on se souvient tous de ces moments particuliers qui ont frappé notre enfance. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que j'ai envoyé mon livre à un ami qui était l'ancien président de la Fondation de médecine, qui a 95 ans, qui l'a lu, qui m'a envoyé un petit mot très gentil, et qui m'a dit c'est incroyable, parce que ce que vous avez vécu dans les années 50, c'était exactement ce que j'ai vécu dans les années 30. C'est comme s'il n'y avait pas eu de guerre. Et donc, en fait, quand on remonte aux années 50, on remonte très loin, l'air de rien. Alors là, on va remonter un petit peu moins loin en évoquant votre parcours publicitaire et la date du 2 janvier 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Dru. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Marie Dru pour ce livre Les Canards majuscules chez Télémac, un livre dont on va parler longuement tout à l'heure, mais on en revient à votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie. On a évoqué votre enfance dans les 50, une époque où vous cherchez un peu votre voie, et puis le 2 janvier 1984 est une date importante parce que c'est la naissance d'une agence de publicité BDDP. Oui. C'est-à-dire ? C'est une agence que nous avons créée avec 3 associés qui s'appelaient Jean-Claude Boulet, Marie-Catherine Dupuis et Jean-Pierre Petit, et qui a eu un très grand succès. Et je peux en parler sans modestie parce que ça s'est mal terminé. Oui. Donc on a eu un très grand succès. C'était la plus forte croissance en Europe dans ces années-là. Nous sommes arrivés très vite à la 3e place derrière Havas et Publicis dans le pays. Nos campagnes étaient reconnues pour leur créativité. Et puis très vite, comme nous étions une agence d'importance en chiffre d'affaires, nous avons essayé de créer un réseau international. Et donc nous avons acquis des agences un peu partout dans le monde. Et nous étions au bout de 7 ou 8 ans seulement, présent dans 12 pays, dont les États, de New York à Singapour. Voilà, donc c'était, dans un premier temps, un beau succès. Oui, c'était aussi une époque où la publicité était florissante et en pleine expansion. C'est un peu, oui, c'est l'âge d'or qui est, on va dire que entre 70 et la fin des années 90, c'était l'âge d'or de la publicité, oui. Voilà. Et votre but, c'était de rivaliser avec Publicis et avec l'agence Havas. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ce qui est vrai, c'est que si vous voulez, à l'époque, Havas et Publicis, c'était des agences très françaises dans l'esprit, dans les façons de travailler. Mes associés et moi-même avions travaillé pendant une quinzaine d'années, une dizaine d'années auparavant des agences américaines, donc on est arrivé à une sorte de croisement de ce qu'il y avait de mieux de l'Amérique et de mieux de la France en matière de marketing et de publicité. Alors c'était un grand succès, mais comme je viens de vous le dire, nous avons acquis très rapidement des agences dans le monde entier. Alors, on me pose souvent la question, mais pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'on était devenus grands, et si vous êtes grand, tous les grands clients sont internationaux, donc oui. Vous ne pouvez pas continuer sans être international. Et donc voilà, et nous sommes un peu trop endettés, même beaucoup trop endettés. On va en reparler. On va en reparler. Voilà. Alors il se trouve que l'immeuble était très particulier parce qu'il reste de cet immeuble un dessin de Jacques Tardy. Oui. Parce que l'immeuble a été détruit. Oui, parce que en fait, oui. Nous sommes installés pendant 2 ou 3 ans dans des anciens bureaux de Citroën. Nous savions qu'ils allaient être détruits. Ce qui est d'ailleurs très dommage, parce que c'était des bâtiments tout à fait intéressants, un peu art déco, et qui n'auraient jamais dû être détruits, ils auraient dû être classés. Et donc, nous étions installés. C'est en fait là où Canal+ a construit un immeuble au bord de la Seine plus tard. Voilà. Immeuble que Canal+ a quitté depuis, comme vous le savez. Alors, il se trouve aussi que il y avait des particularités dans cet immeuble, c'est que tous les bureaux étaient identiques. Et ça, c'était nouveau. Aujourd'hui, on en voit partout, mais c'était nouveau, Jean-Marie Dru. Oui, sauf que vous parlez d'un autre immeuble. On a été pendant 3 ans dans l'immeuble dont je viens de vous parler. Et ensuite, en 87, nous avons déménagé. Et nous sommes installés dans un immeuble pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Boulogne. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous sommes installés, l'immeuble était en construction, donc nous avons négocié avec le propriétaire de faire nous-mêmes l'architecture intérieure. Et elle est très ouverte. Et comme vous venez de le dire, tout le monde avait des bureaux de la même taille. Et ce qui est fou, c'est que nous y sommes encore aujourd'hui, donc ça fait combien? 25, ça fait 35 ans. Rien n'a changé. Et lorsque les gens visitent nos bureaux, ils ont toujours l'impression qu'ils ont été construits il y a 3, 4 ou 5 ans. Ils sont très contemporains. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous passez devant des immeubles où les bureaux se ressemblent, les bureaux, les tables, tout. Oui.
Et vous avez été précurseur en la matière. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Mais c'est des bureaux très ouverts. C'est difficile à expliquer en quelques mots, mais il y a des puits de lumière et les bureaux, en fait, ce sont des planches de bois qui sont collées au mur. Donc, bizarrement, ça occupe. Il y a moins de mètres carrés par employé, mais c'est très lumineux et très ouvert, et donc les gens s'y sentent très bien. Alors, vous avez aussi été un pionnier, Jean-Marie Dru, de l'ordinateur, avec des ordinateurs dans chaque bureau. Oui, alors non. À l'époque, ça se faisait pas. Non, c'est-à-dire que même, je vais vous faire sourire ceux qui nous écoutent, parce que dès le premier jour, nous avons lancé notre agence en janvier 84, comme je voulais le dire, et le Macintosh a été lancé le 24 janvier de la même année, en 84. Et donc, dès le deuxième ou troisième mois, nous avions des Macintosh. Alors, ça va vous faire sourire, parce qu'on n'avait pas un Macintosh par personne, il y avait un Macintosh pour 2 personnes. Oui. Et ce qui, à l'époque, était révolutionnaire à tel point que les vendeurs de chez Apple faisaient visiter nos bureaux à leurs prospects. Nous étions devenus comme un bureau témoin. Voilà. C'était l'époque où on mettait des disquettes dans les ordinateurs. Oui, bien sûr. C'était pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Non, bon, bien sûr. Alors, vous étiez quand même à l'avant-garde de la technologie, mais aussi du développement, parce que des bureaux à New York, à Singapour et autres, ça n'existait pas. Enfin, les agences ne faisaient pas ça à l'époque. Ne faisaient pas quoi, pardon? Ne travaillaient pas à Singapour ou à New York avec Danone, McDonald's ou Michelin. Ah si, des agences comme Havas et Publicis travaillaient déjà dans le monde entier. Mais pas, vous avez fait autre chose en même temps. Vous avez développé autrement vos agences pour prendre un peu de part de marché. Oui, enfin, on a essayé surtout, si vous voulez, de faire un réseau qui était très créatif, c'est-à-dire qui souhaitait venir toujours avec des idées un petit peu originales, différentes. Donc nous avons développé des méthodes dont on parlera peut-être un peu plus tard. Absolument. Qui ont unifié ce réseau. Alors il se trouve que vos débuts dans la pub, c'est un peu le hasard, c'est HEC, oui. Que Lazareff appelait Hautes Études Communales. Ah, je ne savais pas ça. Et c'est vrai que HEC, ça vous avez connu Max Score comme Bien sûr, Max Score. C'est mon beau-père. Ah, d'accord. Il a travaillé beaucoup avec Lazareff. Il a créé beaucoup de journaux aussi, oui, voilà. Et ça a été un pionnier de la presse. Oui. Alors, vous êtes retrouvé à HEC, qui est aussi révolutionnaire, Jean-Marie Dru, parce qu'il y avait un campus à Jouy-en-Josas, ce qui était novateur. Oui, c'était tout à fait nouveau. C'était un campus extraordinaire. C'est toujours le même, avec, je sais pas, il va y avoir 1000 chambres, 3 restaurants, des terrains de football, des terrains de rugby, des terrains d'escalade, une immense bibliothèque, un auditorium. Enfin, c'était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Et d'ailleurs, depuis, comme vous le savez, beaucoup de grandes écoles se sont installées sur le plateau de Saclay. Mais HEC était le premier campus en France à l'extérieur de Paris. Et puis, vous avez commencé à travailler dans une agence de pub, un peu par hasard. Hein, vous êtes arrivé là-dedans. Complètement par hasard. C'est venu comment? En fait, quand j'étais à HEC, j'avais envie de faire du marketing. Au passage, le mot marketing était presque inconnu. Hein. Donc, l'option marketing à HEC avait été créée 1 ou 2 ans auparavant. Mais je me disais que c'était quand même une discipline peut-être pas si sérieuse que ça. Donc, j'avais déjà décidé de faire du marketing plus tard, mais j'ai quand même fait une option finance. Et puis après mon service militaire, j'ai décidé d'essayer de faire du marketing et donc, pour être un peu sérieux, de rentrer dans une grande entreprise comme Danone ou Procter & Gamble. Et un ami de mon père, le fils d'un ami de mon père, m'a dit non, tu devrais rentrer dans la publicité parce que si tu rentres chez Danone ou chez Procter, les premières années, tu feras pas grand-chose. On te demandera de vérifier ce qui est écrit sur le baril d'Ariel. Bon, alors que si tu rentres dans une agence, tu travailleras sur plusieurs catégories de produits. Comme les agences sont des entités très ouvertes, peut-être que tu pourras participer à des brainstorming sur des stratégies et autres, et c'est beaucoup plus formateur. Donc il m'a dit, fais ça 3 ou 4 ans, puis après, tu reviendras chez Danone dans une grande entreprise. Et donc chaque année, depuis 50 ans, pendant 50 ans, je me suis demandé quand est-ce que j'allais passer de l'autre côté. Et vous êtes resté dans cette entreprise. Et le premier entretien avec ce qu'on n'appelait pas encore les DRH a été très particulier. Ah oui, non, c'est pas avec les DRH. Non, il n'y avait pas de DRH à l'époque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, alors... En fait, j'ai été reçu. Il y a dans les agences, pour simplifier à l'époque, vous aviez ce qu'on appelle les commerciaux, c'est-à-dire les gens qui avaient les contacts avec le client, qui faisaient les stratégies, puis de l'autre côté, il y a les créatifs qui faisaient les campagnes. Donc j'avais été engagé par un commercial, par un des patrons de l'agence, mais qui m'avait demandé, en me disant que c'était juste pour lui faire plaisir, de rencontrer le directeur de création, comme si c'était... C'est comme si ça n'avait pas d'importance. Puis en fait, j'ai rencontré ce directeur de création, et je ne sais pas si ça vous fait allusion, mais il s'est passé une chose tout à fait étonnante, c'est-à-dire que de façon un petit peu, comment dirais-je, coquine, dirons-nous, et il m'a fait interviewer à sa place quelqu'un qui avait rendez-vous après moi. Oui. Et donc, il m'a fait prendre sa place. Donc, c'était pas obligatoirement une très bonne idée, c'était pas très courtois vis-à-vis de la personne que j'ai interviewée, très maladroitement, à mon avis. Mais ce qui est intéressant,
éventuellement, c'est que 16 ou 18 mois après, 16 mois exactement, cet homme, le directeur de création, est parti fonder son agence, et par un concours de circonstances tout à fait particulier, il se trouve que j'ai pris sa place. Donc j'ai succédé 16 mois après à l'homme qui m'avait fait jouer son rôle. Donc il avait une sorte de prémonition, on va dire. C'est étonnant. En tout cas, il y a aussi une chose, vous êtes arrivé en pleine expansion de la pub télé. Oui. La pub télé qui a commencé en 68, le 1er octobre très exactement. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. La première pub télé avec Jacques Duby, Oui. qui était célèbre pour un feuilleton La Bonnée de la Ligne U. C'est vrai que la pub TV, ça a été un développement incroyable. Ouais, quand vous pensez à ce film, c'est tout sauf un film de télévision. Oui. Il dit 17 fois boursin en 30 secondes. Bon. Oui, c'était un développement. Oui. Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que vous avez toute une génération de créatifs qui avaient fait des affiches et des annonces pendant 20 ou 30 ans. Et d'un seul coup, on est passé à la télévision et la plupart d'entre eux n'étaient pas compétents. Donc, il y a une nouvelle génération qui est entrée, de jeunes, un peu plus, qui avaient 10 ou 15 ans de moins. Et donc, il y a eu un changement profond dans le profil des créatifs des agences. Et donc, je suis rentré dans ce métier à ce moment-là. Et c'est vrai que la pub télé, il fallait beaucoup d'imagination. Oui, alors, comme c'était nouveau, on faisait que des choses nouvelles. Et parfois, on se trompait, assez souvent. Oui. Mais nos clients nous pardonnaient, parce qu'ils étaient aussi incompétents que nous. Voilà. Et puis par hasard, mais vraiment par hasard, de temps en temps, il y a une petite perle. Il y avait un superbe film qui a été créé, mais nous nous rendions compte qu'après, pas avant. En tout cas, c'est un bon début et ça a continué avec des hauts et des bas. Et on va évoquer aussi une date importante dans votre vie, le 1er avril 1999. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Dru. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Marie Dru. Vous avez passé 50 ans dans la publicité, on le raconte comment. Vous publiez un livre, Les Canards Majuscules, chez Télémac, qui est votre parcours qu'on évoque à travers des dates clés. Et le 1er avril 1999, vous participez à cette émission de télévision. La marche du siècle. Ah, oui. La marche du siècle qui était le mercredi soir à 20h45, la grande émission de débat avec Jean-Marie Cavada qui a duré de 1987 à 2000. Et ce soir-là, vous êtes opposé au philosophe Alain Finkielkraut et ça va pas être simple. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle que vous ayez retrouvé cette émission. Moi, en fait, c'était une drôle d'émission parce que j'ai jamais très bien compris quel était le thème de l'émission, pour être honnête. Bon, c'est pas grave. C'est courant à la télévision. Bon, oui, voilà. Quoi qu'il en soit, à un moment, j'ai cité une campagne que nous avions fait quelques temps auparavant, que j'aimais beaucoup, qui était pour les magasins Virgin. Et c'était une affiche très connue à l'époque. Évidemment, les générations actuelles ne s'en souviennent pas, mais à l'époque, elle était très célèbre. Et le titre en bas était « Nous ne ferons jamais assez de place à la musique ». Et au-dessus, j'avais un visuel d'une très jolie femme, voluptueuse, allongée, très bien habillée, très belle photo. Ce qui était étonnant, c'est que cette femme avait des formes qui correspondent pas aux stéréotypes de la mode et du luxe, parce qu'elle faisait quelque chose de 130 kilos. Donc c'était une très belle affiche. C'est la première fois qu'on a montré une femme comme ça, avec, je me répète, mais avec des formes tout à fait étonnantes. Elle ferait scandale aujourd'hui, peut-être, cette affiche. Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'elle ferait scandale. Je pense qu'au contraire, pour la première fois, on a montré une femme qui était pas mince, fine. Et non, pas du tout. Je pense pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je réponds pas à votre question. Je vais essayer de répondre à votre question. C'est que Alain Finkielkraut voit cette affiche et part dans une longue diatribe en disant c'est tout à fait l'inverse, la musique nous envahit, vous pouvez pas rentrer dans un restaurant sans entendre de la musique, vous pouvez pas rentrer dans un parking sans entendre de la musique, on est inondé, il faut soudoyer les garçons, je le cite, il faut soudoyer les garçons pour avoir un peu moins de musique, ils sont pas contents, voilà. Donc, en gros, je conclurai en disant nous ne ferons jamais assez de place au silence. Alors, j'ai un souvenir très aigu de ce moment parce que tout le monde s'est esclaffé, le studio entier a ri, un peu à mes dépens, mais surtout il y a eu un plan de coupe. Vous voyez, et il y avait un gros plan d'une femme qui était là, et il se trouve que c'est ma femme. Et ma femme riait aussi énormément, donc c'est un souvenir douloureux, on va dire. Il se trouve que les restaurants avec musique, celui qui le premier a eu l'idée, c'est Yul Brynner, qui avait créé le Hard Rock Café à New York. Et pour que les clients mangent vite, il avait mis la musique très fort. Ah bon? Donc tous les 3 quarts d'heure, il y avait de nouveaux clients qui ne supportaient pas la musique. C'est Yul Brynner qui avait créé le Hard Rock. Bon, bah voilà. Donc, comme quoi, l'histoire est ainsi. Il est connu pour autre chose. Yul Brynner, il avait fait un film extraordinaire de publicité pour ou contre le cancer. Oui. Et il était face caméra, il disait je serai mort d'ici 3 mois.
Oui. Il est mort 2 ans après, donc ne fumez plus. C'était un film d'une violence extrême et d'une grande efficacité. Alors, vous dites dans ce livre, Jean-Marie Dru, que vous n'avez pas répondu comme il le fallait à Alain Finkielkraut parce que vous avez l'esprit de l'escalier. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis un peu impressionné en face de vous, parce qu'à chaque fois, je me dis, il veut me dire quelque chose, je ne vais pas savoir quoi répondre. Mais oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas le sens de la réplique, donc très souvent, après cette émission, par exemple, je vais réfléchir, j'aurais dû lui dire ça, etc. Et donc, je peux pas m'en empêcher. Donc, je cherche encore aujourd'hui, parfois, c'est ridicule, mais le titre que j'aurais pu donner à un de mes bouquins il y a 10 ou 15 ans, un meilleur titre ou une meilleure réplique, oui. C'est une comment dirais-je, une lacune. Il se trouve que l'esprit de l'escalier, c'est une expression que l'on doit à Diderot. Il a fait cette référence pour montrer que la répartie qu'il aurait dû avoir lui était venue à l'esprit qu'une fois arrivé en bas des escaliers. Ben voilà, tout à fait. Alors, vous avez eu quelquefois un manque de répliques, notamment avec Steve Jobs. Oui, la première fois, Apple est notre client depuis une quarantaine, depuis 40 ans, depuis une quarantaine d'années, mais moi je suis dans cette entreprise que depuis 20-25, donc la première fois que je l'ai rencontré, il était connu pour être déstabilisant, parfois même désagréable. Donc la première fois que je l'ai rencontré, on s'est assis comme nous sommes là, en face l'un de l'autre. Il m'a regardé de son œil noir. Quelques instants ont passé. J'ai eu le temps de penser, il va me poser une question, ça va être difficile, je ne saurais pas quoi répondre. Et c'est ce qui est arrivé. Il m'a posé la question suivante. Il m'a dit, how can you be French? Comment pouvez-vous être français? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je ne me souviens plus de ce que j'ai répondu, j'ai dû bredouiller quelque chose de pas intéressant, mais pour revenir sur ce que je faisais il y a quelques instants, j'ai cherché, j'ai fini par trouver la réponse. 15 ans après, je crois, il avait déjà disparu, le pauvre. Donc il y a quelques années, j'ai pensé que j'aurais dû répondre la chose suivante. How can you be French? J'aurais dû répondre luck, Steve, just luck, juste un petit coup de chance. Voilà exactement. Mais il m'a fallu 15 ans pour trouver la réponse. C'est vrai que Steve Jobs et beaucoup d'autres sont des génies. Vous saluez ces gens qui ont inventé des choses en prenant des risques sans arrêt. Oui. Oui, enfin, c'est pas tellement qu'ils prenaient des risques, ce sont des gens, moi j'ai travaillé beaucoup pour Steve Jobs, pour Carlos Ghosn, ils ont des points communs, tous ces gens-là, c'est que si vous voulez, ils ne voient pas le monde comme vous le voyez, ou comme je le vois, ils le voient comme ils veulent, comme eux le voient et comme ils veulent qu'il soit. Donc ils sont intransigeants, déterminés, s'imposent à tout le monde, ils imposent leur vue à leurs collaborateurs, à leurs clients, aux hommes politiques, aux banquiers, aux journalistes. Et donc ce sont des gens, ils ont ça. Enfin, ce qu'avait surtout Jobs, il était parfaitement allergique à tout ce qui pouvait être toute forme de dispersion. Il avait un objectif et il s'y tenait avec une volonté de faire. C'est fou, mais il y a une chanson d'Yves Duteil qui résume un petit peu cette pensée. Le monde appartient aux plus sages d'entre nous, les savants, les poètes et les fous. Les fous, oui, parce que c'est vrai qu'il y a les savants, les poètes et les fous. Et finalement, les fous sont capables de coups qui réussissent ou ils échouent. C'est amusant que vous disiez ça, cette chanson, parce que nous, on a fait un film pour Jobs qui était assez connu dans mon métier, mais c'est il y a longtemps maintenant. Quand il est revenu, vous savez qu'il avait été licencié de Apple et qu'il est revenu en 97-98, il est venu nous voir et il nous a dit, écoutez, j'ai pas de produit, là, il me faut 1 an ou 1 an et demi pour développer de nouveaux produits, donc il faudrait faire un film sur ce qu'est Apple, sur les valeurs d'Apple, rassurer les acheteurs d'Apple sur le fait que nous n'allons pas disparaître. On a fait un grand film dans lequel il y avait Einstein, Gandhi, etc., dont le thème était Think Different, et donc avec que des personnalités comme celle dont je viens de parler, Picasso également. Et la voix du film disait exactement ce qu'a dit Duteil. La voix du film disait à la fin, parce que ceux qui sont suffisamment fous pour croire qu'ils vont changer le monde sont ceux qui en fait finiront par le changer. Donc vous voyez, Duteil et Jobs c'est la même chose. Exactement. Duteil est plus poétique. Mais Jobs, je ne sais pas si vous savez, il a commencé en vendant des Blue Box, des appareils permettant de téléphoner gratuitement, qui étaient absolument trafiqués. Il les vendait il les achetait $40, il les vendait $150. Puis un jour, il s'est fait braquer, ça s'est terminé, il est passé à autre chose. Ah bon, je connais pas ça. C'est tout début. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre les moyens mnémotechniques qui sont très importants pour vous aussi, Jean-Marie Dru, et qu'on utilise souvent pas assez dans la vie. Bah oui, vous parliez du sens de la répartie tout à l'heure. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup, mais de la même façon, je fais un métier où il est mieux d'être éloquent. Je suis pas particulièrement éloquent. Donc, j'ai pris pour habitude, tous mes collaborateurs le savent, et d'ailleurs suivent parfois ce conseil, d'apprendre par cœur ce que je vais dire. Vous recevez une entreprise.
vous essayez de la convaincre de travailler avec vous, faites une présentation. Si vous ne gagnez pas, vous allez attendre 10 ans ou 15 ans pour les revoir. Donc il est essentiel que tout ce que vous dites soit parfait. Et donc le mieux, c'est de l'écrire, comme ça vous êtes sûr de dire ce qu'il faut au bon moment, avec les mots les plus justes, les plus forts. Donc c'est vrai que j'ai pris cette habitude de toujours apprendre, et parfois c'était l'introduction et la conclusion, donc c'est pas trop long, mais parfois c'était beaucoup plus, ça pouvait être une présentation entière. Oui, alors vous l'avez fait, alors, oui. mais en même temps, vous l'avez fait jusqu'au bout, et jusqu'à ces problèmes financiers que vous évoquiez, car alors que vous étiez en pleine expansion, les banques s'en sont mêlées. Oui, c'est-à-dire que nous avons... En fait... on avait quand même créé une boîte formidable. D'ailleurs, je vous donne une preuve indirecte, c'est-à-dire que il y a encore aujourd'hui sur Facebook un groupe de 600 anciens collaborateurs et ce groupe s'appelle « Nous étions tous chez BDDP » et il parle de cette époque 40 ans après, ce qui prouve bien qu'on avait créé quelque chose de fort et de singulier. Mais, comme je viens de vous le dire, nous avons été conduits à acquérir des agences dans le monde entier. On aurait pu le faire en se cotant en bourse, mais à l'époque, c'est très compliqué pour les agences de publicité de se coter en bourse en France. C'était facile en Angleterre, mais difficile en France. On l'a fait par endettement. Nous sommes trop endettés. Et en 94, le président de la BNP nous a convoqués et nous a dit c'est la fin de la récréation. Et donc, nous avons perdu le contrôle de notre entreprise. C'est fou, hein, c'est un gâchis. Oui, parce que après, ça a été compliqué, parce qu'on a été repris par des fonds d'investissement, par des financiers, ça a duré 5 ou 6 ans. Moi, j'ai vécu 7 ans de malheur, pour dire les choses sans exagération, jusqu'au jour où, là, c'est tout ça, j'ai pris mon avion, j'ai été voir le numéro 1 mondial qui s'appelle Omnicom à New York, et je leur ai suggéré de nous racheter. Ils ont racheté notre entreprise à ces financiers, ils nous ont fusionné avec une agence qui s'appelle TBWA, dont je suis aujourd'hui, 25 ans après, toujours le chairman. Voilà, et justement, vous avez donc vécu à New York pendant quelques années. Oui. Je crois que c'était même au moment des attentats. Absolument, c'est-à-dire que j'étais dans mon bureau, parce qu'il devait être 9h10 du matin, hors de New York, quand les attentats... Et je m'en souviens de façon très précise, c'est-à-dire que j'ai entendu du bruit dans la salle de côté, une salle de réunion, et je suis allé voir ce qui se passait. Il y avait une télé ouverte et 5 ou 6 collaborateurs qui étaient effrayés parce qu'il y avait eu un accident. Parce que c'était le premier avion sur la première tour, donc tout le monde pensait que c'était un accident. Oui. Et puis on a vu, là je l'ai vu en direct, je l'ai pas vu en direct à l'extérieur, je l'ai vu sur la télévision en direct, le second avion sur la seconde tour, et là c'est absolument extraordinaire. Il faut un dixième de seconde pour que tout le monde, ensemble, comprenne ce qui se passe, si vous voulez. Donc c'était la frayeur absolue. Et puis, ce qui s'est passé surtout, c'est que on ne savait pas ce qui allait suivre. Voilà. Est-ce que c'était le début de, je sais pas, d'autres bombardements? C'est-à-dire pendant plusieurs jours, New York, tous les gens à New York étaient particulièrement effrayés. Et en même temps, c'est quelque chose qui a marqué à vie les citoyens américains. Oui, absolument. C'était la première fois qu'il y avait une attaque sur le continent. Espérons que ce soit la dernière. Mais vous avez vécu à New York. Alors, on dit toujours qu'un Français est mal accueilli aux États-Unis. Vous affirmez le contraire dans ce livre. Oui, c'est complètement faux, parce que, comme je le dis dans le livre, si vous voulez, les Américains sont très légitimistes sur ces sujets-là. Donc, si vous avez été nommé président d'une boîte, ils pensent qu'il y a de bonnes raisons, donc vous êtes accueilli. Et il faut dire surtout que il y a un nombre de présidents, directeurs généraux en Amérique qui ne sont pas américains, qui est tout à fait extraordinaire, c'est très différent de la France. Et puis non seulement ça, il faut regarder les grands fondateurs de grandes entreprises comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, tous ces gens sont des enfants de l'immigration, ils sont tous à la première génération. Donc c'est un pays qui est très habitué à voir des étrangers à la tête des entreprises. Alors il se trouve que vous parlez anglais, mais qu'au début ça n'a pas été simple parce qu'à l'école, l'anglais c'était pas une priorité. Jean-Marie Dru. Oui, tout à fait. J'aurais rêvé d'être bilingue, ce que je ne suis pas. Alors, je parle suffisamment bien anglais pour avoir dirigé une boîte américaine, mais c'est différent, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un petit handicap, toujours. C'est-à-dire que, comme je l'ai souvent expliqué, si je parle en tête-à-tête avec quelqu'un, si je fais une présentation financière, si j'ai une réunion, si je fais un speech devant 1000 personnes, s'il le faut, c'est pas difficile. Par contre, dès que vous avez 7-8 personnes autour d'une table, que vous faites une sorte de brainstorming et les idées fusent un peu dans tous les sens, là c'est beaucoup plus difficile de saisir ce qui est dit dans une langue étrangère. Et c'est ça qui m'a un petit peu perturbé ou handicapé, parce que pour être un peu... pour manquer un petit peu de modestie, s'il y a une chose que je sais bien faire, c'est justement dans une conversation, entendre, piquer la petite idée qui a été comment dirais-je, prononcée par quelqu'un sans que cette personne se rende compte qu'il avait eu une bonne idée. Donc je fais ça assez bien, et en américain c'est plus difficile. Oui, effectivement. La pub en 50 ans a beaucoup changé depuis vos débuts, Jean-Marie Dru. Oui, c'est plus le même métier, si vous voulez. Je pourrais parler d'une demi-heure, donc comment faire ça en 2 minutes? Aujourd'hui, tout part des data, des données. Hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant la capacité de
par les data, par les algorithmes, par tout ce que vous connaissez aussi bien que moi, on a la possibilité de toucher les gens au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, au bon prix. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle je m'excuse, mais du marketing individualisé de masse, ce qui est un oxymore, mais c'est exactement ce qui se passe. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des spots TV de 30 secondes comme je faisais il y a 20 ans. Alors on en fait toujours des spots télé. On vient de faire un spot qui vient de sortir avec Rihanna pour le parfum Christian Dior. C'est un spot très classique dans sa conception. Mais le métier a profondément évolué. Pour le dire autrement, il faut que vous sachiez, nous sommes 11 000 ou 12 000 chez TBWA, il y a au moins 500 ou 600 ingénieurs maintenant. Oui, c'est autre chose. En tout cas, vous l'évoquez dans ce livre qu'on va évoquer à travers maintenant de sa sortie, le 7 novembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Dru. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Dru. Donc on a évoqué vos 50 ans de publicité. Vous êtes aujourd'hui toujours président de TWA, c'est une grande entreprise mondiale de publicité. Mais surtout, vous publiez un livre, Les Canards majuscules, qui est sorti chez Télémac le 7 novembre dernier. Alors, Les Canards majuscules, il y a une raison à ce titre. Ah oui, c'est une belle histoire. Si vous voulez, nous sommes à la fin des années 70, je suis dans ma voiture, j'écoute la radio, il y a un de vos confrères, un journaliste, qui a interviewé Madeleine Robinson, une actrice très connue à l'époque, et qui lui demande pourquoi elle a appelé son livre Les Canards majuscules, justement. Et elle répond, c'était il y a une trentaine d'années, je me promenais au bois de Boulogne, j'ai vu un petit garçon qui regardait les signes glisser sur l'eau du lac, et il a dit à sa maman, maman, regardez les canards majuscules, et dit-elle, j'ai trouvé cette expression très, très poétique et j'ai beaucoup aimé ce petit garçon. Eh bien, il se trouve que ce petit garçon, c'est moi, et je le sais parce qu'évidemment, c'est un très joli mot d'enfant et ma mère l'a répété des dizaines de fois. Mais ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de l'histoire qui est belle, c'est vrai, c'est que j'étais dans cette voiture, sur une station de radio que j'écoutais jamais. J'étais très en retard, je suis jamais en retard, j'étais en retard. Bon. Donc il y avait la possibilité ou la probabilité que j'entende cette interview était infime. Donc c'est vraiment ce que nous appelons tous un hasard heureux. Et d'ailleurs, les hasards heureux, c'est un peu un fil conducteur, un thème récurrent de ce livre, parce que j'ai l'impression que ma vie a été ponctuée de petits hasards heureux. On va les évoquer. Pour l'histoire, Madeleine Robinson, qui était franco-tchèque et naturalisée suisse, elle s'appelait Svoboda au départ. Elle a songé à s'appeler Madeleine Liberté, Madeleine Bastille. Et finalement, elle se souvenait de Robinson Crusoe, qui était un homme libre. Et pour être libre, elle s'est appelée Madeleine Robinson. Ah bon. Alors, effectivement, ce livre, vous avez voulu le faire pour raconter votre parcours. Oui. Pour raconter justement les grandes heures faciles et difficiles de votre parcours. Oui, attention, parce qu'il y a deux parties. Enfin, il y a une première moitié, en tous les cas, tous les premiers chapitres du livre qui sont consacrés, comme vous l'avez évoqué en début d'émission, à ma jeunesse dans le Paris des années 50 et 60, que j'évoque avec pas mal de nostalgie. Puis peu à peu, bien évidemment, je finis par venir aux décennies qui ont suivi, et j'en profite pour raconter tout un tas d'anecdotes et faire surtout des portraits des gens avec lesquels je travaillais, les grands clients, comme on en a déjà parlé, comme Carlos Ghosn ou Steve Jobs, et surtout des grands créatifs, les créatifs qui ont fait les campagnes d'Apple ou de Nissan, et les créatifs qui ont fait toutes les campagnes de Nelson Mandela. Donc j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Voilà. Alors Carlos Ghosn, justement, vous êtes allé dans son bureau et c'était quelque chose de très millimétré. C'était un homme extrêmement précis, très autoritaire, d'une très grande intelligence. Dans l'histoire du monde des affaires, on se souviendra plus de Steve Jobs, bien sûr, mais tout le monde a oublié ce que Carlos Ghosn a fait. C'est en 98-99, avant Internet, il a fait le plus grand redressement du monde industriel en relevant Nissan, qui était en faillite, et en 2 ans. En 2 ans seulement, il est arrivé à rendre cette entreprise profitable. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup à ce propos, c'est qu'il a fait des dizaines de choses que j'ai pas le temps d'expliquer là, bien sûr, mais par contre, en lançant son plan, 3 mois après être arrivé, il a dit « Je me donne 2 ans, et si au bout de 2 ans je n'y arrive pas, je démissionne, ainsi que tout mon comité exécutif. » Et dans le pays du harakiri, ça a eu un impact fou, et ça a rendu crédible les choses, et en fait, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi. Voilà. Et en plus, c'était quelqu'un de très précis, mais très agréable à discuter. Non, enfin ça dépend. C'est-à-dire que en réunion, dès qu'on était plus de 3 ou 4, il était très tranchant, très difficile, et donc c'était pas du tout agréable à discuter. Par contre, en tête à tête,
Lorsqu'il n'y a pas de témoin, Oui. lorsqu'il n'y a pas d'une troisième personne pour témoigner de son éventuelle affabilité, Oui. il pouvait être beaucoup plus sympathique, bien sûr. Et puis vous évoquez donc Nelson Mandela que vous n'avez pas rencontré, et c'est l'un de vos grands regrets, Jean-Marie Dru. Oui, parce que notre agence d'Afrique du Sud est une agence formidable, très créative, et ses fondateurs s'étaient battus, avaient protesté, déjà avait participé à des manifestations contre l'apartheid avant même que Nelson Mandela sorte de prison. Ce qui fait que lorsqu'il est sorti de prison, il leur a demandé de l'accompagner dans tout ce qui avait trait à la publicité. C'est-à-dire qu'ils ont fait la première campagne, qui est une campagne pour la nouvelle constitution, ils ont fait la campagne pour son élection, puis ensuite ils ont fait un grand nombre de campagnes pour lui, et donc ils en étaient très proches. Et donc ils avaient organisé un rendez-vous avec eux et lui et moi. Et il se trouve que 48 heures avant le rendez-vous, mais j'étais déjà arrivé en Afrique du Sud, ce rendez-vous a été annulé parce que Nelson Mandela n'était plus président, mais il faisait souvent des missions de bons offices un peu partout dans le monde. Et pour essayer de mettre autour de la table des gens qui s'entendaient pas trop bien. Et il était parti, je crois, si je me souviens bien, en Irlande du Nord, en Irlande du Sud. Et donc, c'est vrai que c'est le grand regret de ma vie. Mais enfin, j'ai eu la chance, malgré tout, de travailler avec ces deux garçons qui le connaissaient très bien et qui ont fait un travail formidable. Ils avaient le droit, ils faisaient partie, ces deux garçons qui travaillaient avec moi, de ces rares personnes qui avaient le droit d'appeler Nelson Mandela Madiba, qui est son nom de tribu. Voilà. Et c'est que les gens très proches de lui qui avaient la permission, si je puis dire, de l'appeler ainsi. Mais ce que je ne savais pas, et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Mandela, il a eu une campagne de publicité pour son élection. Oui, bah c'est ce dont je viens de parler. Ouais, c'est ça, voilà, c'est resté très discret, oui. tout ça. Ils ont fait aussi d'ailleurs la campagne pour son successeur qui s'appelait Becky, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, bien sûr. Mais ils ont fait des campagnes sur tous les sujets. Vous savez, il y a la grande... Mandela avait organisé ce qu'il appelait la grande réconciliation. Vous savez, il y a eu tous ces procès où les gens venaient expliquer ce qu'ils avaient fait. Bon. Et donc, il avait fait aussi des campagnes sur la réconciliation. Enfin, ils ont fait... Pendant la mandature de Mandela, je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 campagnes sur des sujets d'intérêt national pour lui. Et parmi ceux que vous avez rencontrés aussi, Jean-Marie Dru, il y a Mohamed Ali et sa fille. Oui, enfin, honnêtement, je les ai rencontrés très peu de temps. C'est-à-dire que nous avons fait une campagne pour Adidas et il y avait une campagne d'affichage. Et où il était lui-même en grand sur cette affiche. Le thème, je suis désolé, je vais parler anglais, mais le thème était Impossible is nothing, c'est-à-dire impossible n'est rien. Et donc, on a Impossible n'est pas français, justement, puisque oui, vous êtes en anglais. Voilà, absolument. Et on avait fait ça, et donc on a lancé cette campagne à Harlem, au coin de 2 rues d'Harlem. On a fait un grand événement, et il a eu la gentillesse de venir avec sa fille ce jour-là. On avait même fait un film de publicité où les effets spéciaux étaient déjà très développés à l'époque. On a pu faire un film où vous voyez un combat entre lui et sa fille. On a l'impression que c'est un vrai combat. Mais il était impressionnant quand même. Oui, il était déjà un peu fatigué quand je l'ai vu, mais quand même, bien sûr. Ne serait-ce que serrer la main à quelqu'un dont l'histoire est très chargée. Donc, bien évidemment, c'était un moment très émouvant. Et puis, Jean-Marie Dru, vous employez dans ce livre un mot qui est la disruption. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un drôle de mot. J'ai essayé d'être bref, parce que j'ai écrit quand même 3 ou 4 livres sur le mot disruption. Bon. Alors, la disruption, c'est une méthode. C'est la méthode de mon agence qui unit tous nos bureaux dans le monde, qui nous aide à trouver des stratégies marketing, publicitaires un peu radicales, un peu différentes. Je ne vais pas vous en parler là parce que c'est compliqué, ça va vous ennuyer. Par contre, peut-être ce qui vous intéresse, c'est l'histoire du mot. Parce que j'étais à New York, on est en 91. On cherche, alors en français on parlait de stratégie de rupture, mais ça marche pas en américain. Donc un collaborateur me propose le mot disruption. Mais il me dit, il était très réticent parce que c'est un vilain mot. Et ce qu'il faut que vous sachiez, ce que personne ne sait, c'est qu'à l'époque, personne n'utilisait ce mot en Amérique dans le monde des affaires. Jamais. Et même dans la vie courante, à tel point, écoutez-moi bien, à tel point que nous avons pu le déposer. Donc on ne peut pas déposer un nom commun. Ouais. Donc il nous appartient. Aux États-Unis et dans 30 pays dans le monde, nous sommes propriétaires de mots disruption, ce qui n'a aucun intérêt, mais c'est la réalité. Et ensuite, très vite, si vous voulez, ça a duré ça. Non, pendant 6 ou 7 ans, nous étions les seuls à utiliser le mot. Puis ensuite, c'était repris par un professeur de Harvard. Et puis ensuite, avec l'éclosion des startups et autres, on a commencé à parler de disruption pour des sociétés comme Uber ou Airbnb, puis maintenant le mot est sur la bouche de tout le monde, les politiques d'ailleurs comme les personnes du monde économique. Voilà. Alors il se trouve aussi, et ça c'est votre vie professionnelle, dans vos jeunes années, grâce à votre mère, vous avez découvert la musique. Nuages, Django Reinhardt. Et c'est un morceau qui a marqué votre vie aussi, Jean-Marie Dru. Oui, parce qu'en fait, mes parents écoutaient... Alors, écoutez, si je parle... Mes parents écoutaient beaucoup de musique.
C'est vrai qu'ils adoraient Django Reinhardt, et en particulier ce morceau-là. D'ailleurs, mon père a eu un petit bateau un jour, il l'avait appelé Nuage, en hommage à Django Reinhardt, et donc ça m'a fait... Je suis allé à l'Olympia avec eux, j'avais 10 ou 11 ans pour écouter Frankie Laine, qui était la personne qui avait fait la musique de Hockey Choral, donc j'étais plongé dans la musique dans ma jeunesse, et je sais pas si j'ai le temps là, mais c'est vrai que ça a été... fondamental dans ma vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 15 ans dans les années 60, donc j'ai vu l'évolution de la musique pendant toute cette décennie. D'ailleurs, vous connaissez le sujet aussi bien que moi, parce que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Les Chroniques des années hippies. Si je me souviens bien. Vous voyez de quoi je parle. Oui. Donc on a eu quand même une décennie extraordinaire. Oui, et en plus, vous alliez dans un magasin disparu aujourd'hui, Symphonia, où il y avait les disques en avant-première. Oui, c'est-à-dire que les disques, à l'époque, il y avait des disques qui arrivaient. Les disques ne sortaient pas en France en même temps qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Il fallait attendre 15 jours ou 3 semaines, sauf à les acheter en importation. Il y avait un seul magasin à Paris qui importait des disques, qui m'a permis d'acheter par exemple Sgt Pepper le jour où il est sorti en Angleterre. Donc ça coûtait un peu plus cher, mais ça n'avait pas de prix de pouvoir l'écouter en même temps que les Anglais. Et au début des années 60, Symphonia a engagé des jeunes stagiaires pour vendre les disques français. Et il y a une jeune femme qui est venue, qui s'appelait Sylvie Vartan, et qui a vendu son premier disque, qui était un duo panne d'essence. Oui. Et comme il n'y avait pas sa photo sur le disque, personne ne la reconnaissait. Ah bon? Ah oui, c'était avec Jourdan. Frankie Jourdan, oui. C'est ça. Et ça a été son premier succès. Elle a fait ça par hasard pour rendre service à son frère. Et on voit la carrière qu'elle a menée ensuite. Alors, les vinyles, justement, ont eu beaucoup d'importance dans votre vie. Aujourd'hui, ils deviennent à la mode. Mais à l'époque, un vinyle, c'était une denrée rare, quelque chose qu'il fallait soigner pour ne pas l'abîmer. Oui, moi j'avais une manie, si vous voulez. Il y avait des passages dans les morceaux que j'aimais beaucoup, en particulier les choristes de Ray Charles ou les Rolling Stones. Donc j'avais envie de réécouter simplement ce passage dans le morceau. Donc il fallait mettre le saphir de l'électrophone au milieu d'un morceau, et si vous le mettiez mal, le disque était rayé, il était fichu. Donc on était tous extraordinairement précautionneux. Il y avait toute une technique pour arriver à descendre très très lentement le bras de l'électrophone sur le disque. Oui. Alors dans ce livre, vous évoquez, Jean-Marie Dru, votre carrière de publicitaire, mais aussi d'autres fonctions que vous avez eues, notamment à l'Académie de médecine. Oui. Il se trouve que l'Académie de médecine est une immense institution, bien évidemment. 120 académiciens qui réfléchissent en permanence sur le devenir de la médecine et sur les nouvelles sciences médicales. Et ils ont eu l'idée de créer une fondation pour promouvoir la médecine française dans le monde, à l'extérieur. Et ils ont pensé que c'était une bonne idée d'avoir quelqu'un qui n'était pas un médecin, qui venait de la société civile, comme ils disent, pour présider cette fondation que j'ai eu la chance de présider pendant 6 ou 7 ans. Alors, j'ai emmené des académiciens un peu partout dans le monde, en Chine, en Russie, en Inde, au Brésil, pour faire des grandes présentations sur la médecine française. Oui, et son évolution sur la nutrition, sur le vieillissement, sur tout un tas de choses qui évoluent en permanence, dans le bon sens. Oui, mais on avait pris ces sujets-là, vous avez raison, la nutrition, le vieillissement et l'environnement, parce que c'est des sujets grand public. Et donc nous souhaitions promouvoir la médecine française, mais que ce que nous faisions dans les pays puisse être repris par la grande presse, et pas simplement parler d'académiciens et académiciens. C'est pour ça que nous avions choisi ces 3 sujets. Et puis il y a une autre activité que vous avez menée, qui je crois vous a tenu très à cœur, c'était l'UNICEF. Oui, j'ai eu la chance aussi d'être patron de l'UNICEF, enfin président de l'UNICEF en France seulement, pendant 7 ou 8 ans. J'ai été pris malheureusement par la limite d'âge il y a 2 ans, 75 ans. Sinon j'aurais volontiers continué. Oh écoutez, je pourrais vous en parler des heures, c'est extraordinaire l'UNICEF. C'est-à-dire que j'ai été sur le terrain souvent, j'ai été au Mali, j'étais au Liban, j'étais au Bangladesh. Je peux pas vous expliquer, mais heureusement que l'UNICEF existe. C'est-à-dire que parfois les gens ont de mauvaises idées, des mauvaises opinions, ont l'impression que l'argent est gâché, si vous saviez à quel point il est bien dépensé, avec énormément de précautions, et surtout par des gens qui sont extraordinairement compétents. Vous avez des gens qui sont spécialistes de l'eau, de la nutrition, de l'éducation, qui sont des gens exceptionnels sur le terrain. Donc j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là. Puis en France, eh bien, je levais des fonds. Et puis, j'essayais de faire, d'influencer, nous essayons, pardon, les 120 salariés du siège, d'influencer les pouvoirs publics pour toutes les politiques qui concernent l'enfant. Il y a aussi un grand programme très intéressant. Il y a 300 villes en France qui sont ce qu'on appelle les villes amies des enfants. C'est un programme très important parce qu'elles s'engagent à faire beaucoup plus pour les enfants et on les accompagne. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre passionnant, Les Canards Majuscules, qui résume votre parcours, ou plutôt vos parcours, que vous continuez parce que vous n'avez pas l'intention d'arrêter comme ça, Jean-Marie Dru. Non, mais je vais au bureau, bien sûr, 2 ou 3 jours par semaine, mais honnêtement, j'y vais autant pour lire l'équipe que pour vraiment travailler. Oui, ben, en tout cas, nous, on lira ce livre, Les Canards Majuscules, chez Télémac, qui raconte un parcours pas comme les autres, un parcours d'entrepreneur, et continuer ainsi le plus longtemps possible. Je vous remercie infiniment de votre invitation. Merci beaucoup. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.